Khomeini. Oui, c'est un aspect peu connu. C'est que Khomeini était dans la mouvance des frères musulmans, liés à Saïd el-Qom, et ils avaient également des rapports avec le Pakistanais Maududi, qui représentait la même tendance fondamentaliste, littéraliste. Donc, ils avaient en tête un mouvement pan-islamique, ou pan-islamiste, par opposition au projet nassérien, qui était un projet pan-arabe, qui voulait faire l'unité du monde arabe, qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Enfin, il y a eu un moment la République arabe unie, avec la Syrie. Mais le projet de Khomeini est un projet pan-islamique. Et quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il y a eu l'affaire des otages américains, et les choses se sont gâtées très vite avec l'Irak laïque, dont le chef Saddam Hussein, évidemment, n'était pas un fondamentaliste. Même si on a dit par la suite qu'il s'était rapproché de l'islam. En fait, c'était par faisant de nécessité vertu, si je puis dire. Hein. Donc, l'Iran s'est trouvé affronté à la coalition Tout le monde arabe. Il faut se rappeler que toutes les monarchies pétrolières étaient derrière Saddam Hussein. Moi, j'ai assisté à la rencontre entre Mitterrand et le roi Fahd en septembre 1981, où le roi Fahd lui demande de maintenir le soutien que Giscard d'Estaing apportait à l'Irak de Saddam Hussein. Et voyant qu'il se heurtait à un barrage au niveau de l'Irak, à une guerre qui ne s'est terminée qu'en 1988, il s'est tourné vers les chiites à travers une alliance syrienne avec Hafez el-Assad, avec le Hezbollah, et puis après la guerre du Golfe, conséquence de la guerre du Golfe, puisqu'il y a une majorité chiite en Irak, les élections auxquelles il a été procédé en 2005, je crois, hein, ont donné évidemment une majorité chiite par alliance des partis chiites avec le gouvernement sectaire de El-Maliki, qui n'a pas été le premier, et qui a été le deuxième président du Conseil, mais qui a été président du Conseil jusqu'en 2014. Donc il a fait beaucoup de dégâts. Donc, pour répondre à votre première question, Khomeini, au départ, n'était pas un islamiste, et il s'est rabattu sur une sorte de panchiisme. Et il est mort en 1900, je crois, 79 ou 90, oui. Enfin, il a laissé la place au guide actuel, Ali Khamenei. Votre deuxième question était sur les Mistral. Écoutez, je pense que notre politique de l'Europe vis-à-vis de la Russie a été une politique mal orientée. Elle était gouvernée par une sorte de partenariat conclu en 2003 de Lisbonne jusqu'au Pacifique. On voulait faire un espace de libre circulation. Nous avions prévu de libéraliser les visas, de faire un paquet énergétique qui donnerait la possibilité aux Russes de vendre leur gaz en Europe occidentale. Et je dois dire que quand j'ai commencé à m'intéresser au dossier russe, c'est-à-dire en 2012, j'ai vu qu'il y avait un contentieux sur ces deux sujets, les visas et le paquet énergétique, puisque l'Union européenne refusait à Gazprom la possibilité de commercialiser directement son gaz dans l'Union européenne. J'ai vu aussi que en 2012, les choses se sont tendues après la réélection de Poutine. Des motions ont été votées, notamment au Bundestag, et j'ai surtout vu que les États-Unis souhaitaient créer, je dirais, une embrouille entre l'Europe et la Russie, car ils ont soutenu la révolution orange d'abord en 2003-2004, et puis le mouvement de Maïdan. Même le vice-président Joe Biden est venu sur le grand boulevard qu'on appelle, son nom m'échappe, Kreshchatik, je crois, hein, à Kiev, hein, ainsi que le ministre allemand, Westerwelle, et beaucoup d'autres, pour exiger qu'on revienne à l'accord d'association dont Yanukovych avait demandé le report, le simple report. Je pense que cette attitude
vision géopolitique mondiale des États-Unis. Pas des Européens qui en sont incapables, mais des États-Unis. Alors, ça mériterait d'être développé parce que c'était un coup d'arrêt donné à travers la Russie aux BRICS, aux pays émergents et à la Chine. Et on pouvait penser aussi que c'était un coin introduit entre l'Allemagne, dont on pensait qu'elle se rapprochait trop de la Russie, et la Russie. Il faut se souvenir de l'opposition américaine à l'installation d'un gazoduc en 1982. J'étais ministre de l'Industrie et j'ai pu voir les pressions auxquelles nous étions soumis. J'avais dû, comme ministre de l'Industrie, réquisitionner une entreprise américaine au Havre, Dresser France, pour livrer les tuyaux, les compresseurs, plus exactement, qui permettaient l'acheminement du gaz. Donc, pour répondre à votre question sur les Mistral, je pense que si nous avions eu une politique raisonnable vis-à-vis de la Russie, si nous avions été maîtres de nos destinées, si l'Europe avait été européenne, c'est-à-dire indépendante, il n'y avait pas d'inconvénient à vendre des coques vides, parce que c'est des coques vides, non armées. Hein, ça s'est tourné au chantier naval, et personnellement, je n'en voyais pas l'inconvénient. Maintenant, si on veut aller plus loin, venir au Moyen-Orient, je dois vous dire que même sur le Moyen-Orient, je considère que notre politique est erronée. Nous avons cru en 2011 que Bachar el-Assad pourrait être facilement balayé. C'était l'époque des printemps arabes, nous avions raté le printemps tunisien, on nous le reprochait. Hein. Le printemps égyptien, Moubarak, c'était plutôt les Américains qui donnaient le là, mais enfin, nous aussi, nous avions soutenu Moubarak. Donc, je pense que pour être dans le vent, question de communication, hein, M. Sarkozy a préféré écouter Bernard-Henri Lévy hein, et voler au secours des insurgés de Benghazi, mais pas seulement pour protéger les populations civiles, mais pour aboutir à ce qu'il faut bien appeler le changement de régime et l'assassinat de Kadhafi. Est-ce que c'était intelligent? Vous devinez que, à mes yeux, ça ne l'était pas. Je me suis d'ailleurs, j'étais le seul sénateur de gauche en dehors des communistes à m'être abstenu au moment où, vous savez, le Parlement doit voter pour reconduire la mission de nos forces armées, 4 mois après. Donc, je pensais déjà aujourd'hui je pensais déjà à l'époque ce que je pense aujourd'hui.